Bonsoir à toutes et à tous. Avez-vous déjà entendu un violon jouer alors qu'il n'y avait personne autour? Avez-vous déjà ressenti un frisson doux mais inexplicable en marchant dans une ruelle silencieuse? Ce soir, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux et à vous laisser emporter par une histoire née dans les ruelles mystérieuses de Montmartre, à Paris. Chaque soir, à minuit pile, un violon pleure dans l'obscurité. Ce n'est pas un enregistrement, ni un musicien de rue, car personne ne le voit. Pourtant la mélodie semble venir de partout et de nulle part. Et chaque fois que cette musique s'arrête, un habitant disparaît, sans un mot, sans une trace. Sherlock Holmes, alors en visite discrète à Paris, se retrouve mêlé à cette énigme envoûtante. Accompagné de son fidèle ami le docteur Watson, il s'aventure dans les ruelles pavées, sous les réverbères vacillants, là où les secrets flottent dans l'air comme un parfum ancien. Mais ici, dans ce quartier d'artistes et de fantômes, la logique lutte contre l'invisible. Un vieux luthier muet, une danseuse disparue, un tableau déchiré, et toujours cette musique obsédante. Que cache ce violon? Qui le joue vraiment? Et pourquoi ces disparitions? Chers spectateurs, laissez la nuit vous envelopper. Écoutez bien. Le violon s'accorde. Le mystère commence maintenant. Dites-moi en commentaire, de quel pays ou ville regardez-vous cette histoire? Avez-vous déjà marché dans Montmartre à la tombée de la nuit? La brume descendait lentement sur Montmartre, enveloppant les ruelles en silence, comme une écharpe de coton humide. Les pavés luisaient sous les lanternes anciennes, et seuls les pas lointains d'un promeneur solitaire brisaient la quiétude de la nuit. C'était minuit moins 2, assis près d'une fenêtre voilée, dans un petit appartement du boulevard de Clichy. Sherlock Holmes observait l'extérieur sans dire un mot. Une tasse de thé refroidissait près de lui, ignorée. Watson, assoupi dans un fauteuil, se redressa soudain lorsqu'un son délicat s'éleva dans l'air. Le violon. Cette fois encore, la mélodie était identique, lente, nostalgique et terriblement précise, jouée avec une maîtrise presque surnaturelle. Holmes ferma les yeux un instant, comme pour mieux entendre chaque note. Puis, sans prévenir, il se leva, saisit sa canne et sa cape. « Venez, Watson, la musique a recommencé. Et si mon raisonnement est exact, elle cessera dans 5 minutes. Et avec elle, une autre âme pourrait s'effacer de cette ville. » Le docteur n'eut que le temps d'enfiler sa veste, que déjà Holmes ouvrait la porte et descendait les escaliers 4 à 4. Dans les ruelles de Montmartre, tout semblait figé dans un tableau vivant. Des chats passaient furtivement entre les escaliers en pierre, et l'odeur de pain chaud d'une boulangerie fermée persistait dans l'air. La musique semblait venir de partout à la fois. Holmes s'arrêta net au croisement de la rue des Saules. Là, debout dans l'ombre, un vieil homme à la barbe grise observait la façade d'un immeuble ancien. Il ne bougeait pas, ne clignait même pas des yeux. Quand Holmes l'approcha doucement, le vieillard murmura « C'est toujours ici que ça commence, mais jamais ici que ça finit. » Avant que Holmes ne puisse l'interroger, le son du violon cessa, net. Un silence lourd tomba sur la butte, comme une couverture de plomb. Holmes se tourna vers Watson. « Il est minuit 3, notez-le. » Dans le même instant, au coin opposé de la rue, une femme hurla. Les 2 hommes coururent. Devant la vitrine fermée d'une petite librairie, une dame tremblait,
pointant du doigt la porte entr'ouverte. « Mon mari, il était juste là. Il m'attendait et il n'est plus là. » Holmes entra sans hésiter. Aucune trace de lutte. Aucun bruit. Rien. Holmes scruta les lieux, toucha un livre tombé à terre, puis sortit calmement. La musique est un signal, Watson. Un appel ou un adieu. Et dans le silence revenu, une chose était certaine. Un nouveau mystère venait d'éclore au cœur de Montmartre. Le matin suivant, Montmartre semblait ignorer l'angoisse de la nuit précédente. Les volets s'ouvraient, les odeurs de café s'élevaient, et les artistes prenaient place devant leurs chevalets, comme si rien ne s'était passé. Mais dans l'ombre des souvenirs flottait encore. La mélodie du violon Holmes était revenue sur les lieux dès l'aube, tandis que la ville s'éveillait. Il observait la librairie avec calme. Ses yeux suivaient les fissures du mur, les empreintes de pas dans la poussière et le livre tombé au sol. La nuit dernière, un recueil de poèmes sur la solitude Watson arriva peu après, tenant 2 cafés fumants. Il tendit l'un à Holmes, qui l'accepta distraitement. Ses pensées déjà ailleurs, il examinait le comptoir en bois, la petite sonnette rouillée, et surtout le miroir fendu, derrière la caisse. Le miroir l'intriguait. Il ne renvoyait pas seulement une image, il semblait voilé, comme si le reflet refusait de montrer certaines choses. Holmes y passa un doigt, la surface vibra légèrement, comme si elle retenait un soupir silencieux. Derrière la librairie, un escalier de pierre descendait vers une cave dont la porte était entr'ouverte. Holmes s'y engagea sans bruit. Suivi de Watson, l'air devenait plus froid, plus dense, et une légère odeur d'encens flottait dans l'air. Saturé de mystère, dans la pénombre, un violon était posé sur une table de bois brut, son archet reposait à côté, comme abandonné à la hâte. Holmes approcha et toucha une corde. Elle vibra faiblement, mais aucun son ne sortit. Un silence surnaturel semblait habiter. L'instrument Watson trouva un carnet noir, glissé sous une pile de vieux journaux. À l'intérieur, quelques lignes griffonnées parlaient d'un pacte d'une dette et d'une musique qu'on ne pouvait jouer qu'une seule fois, par nuit à minuit, avant qu'elle ne réclame quelque chose. En retour, Holmes ferma les yeux quelques instants, puis se redressa. Le violon n'est pas l'origine, il est le canal, dit-il doucement, et chaque fois qu'il joue quelqu'un de ce quartier, paie le prix de l'écoute involontaire. Nous devons trouver celui qui le fait jouer ou celui qui le fait parler. Ils quittèrent la cave. En Pestmanbain, silence, le bruit de leurs pas résonnant dans l'escalier humide, et tandis qu'ils ressortaient dans la lumière pâle du matin, un frisson traversa la peau de Holmes, comme si une ombre venait de passer à travers lui. L'après-midi s'était installé avec une lumière douce et dorée sur les pavés de Montmartre. Holmes et Watson marchaient lentement en silence, chacun perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une galerie d'art dont la vitrine semblait abandonnée depuis longtemps. La vitrine couverte de poussière laissait à peine entrevoir l'intérieur, mais une toile attirait l'œil, une peinture à moitié déchirée, représentant une femme en robe de danse, tourbillonnant dans un halo de lumière. La déchirure traversait son visage comme une cicatrice du temps. Holmes poussa la porte, elle grinça doucement, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années à l'intérieur. L'air sentait la térébenthine sèche
et le bois vieilli, le parquet craquait sous leurs pas, et des dizaines de tableaux couverts de draps dormaient appuyés contre les murs. Un homme mince, en blouse tachée, surgit de l'arrière-boutique, ses yeux creusés par des nuits sans sommeil. Il les observa sans mots. Holmes avança et lui montra la peinture déchirée dans la vitrine. « Elle a un lien avec la musique, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, calmement. L'homme hocha lentement la tête. Elle s'appelait Isabelle, une danseuse venue de Toulouse. Elle posait pour moi chaque semaine. Puis un soir, elle a disparu juste après la dernière note du violon. Je n'ai plus jamais pu finir ce tableau, dit-il dans un souffle brisé. Watson examina le reste de la galerie, puis remarqua un autre détail sur la toile au coin inférieur droit. Une minuscule signature accompagnée d'une date exactement la même que celle de la première disparition enregistrée à Montmartre. L'an dernier. Holmes se pencha vers la toile, toucha la déchirure du bout des doigts, puis recula lentement chaque fois qu'une victime disparaît. Quelque chose d'elle reste dans un objet, une trace, une ombre, une mélodie. Il faut retrouver ce lien avant minuit. L'artiste leur montra une autre œuvre cachée sous un tissu rouge, un autoportrait d'Isabelle réalisé à la craie sur fond noir. Mais cette fois son regard semblait vivant, trop vivant, presque conscient. Holmes frissonna. « Ce n'est pas un simple souvenir, dit-il. C'est un appel. » Ils quittèrent la galerie avec précaution, le regard de la femme dans le tableau, les suivant jusque dans la rue, et Holmes murmura à Watson « Cette enquête ne demande pas seulement de la logique, mais une écoute plus fine, celle des silences entre les notes. » Le soir tombait doucement sur Montmartre. Les ombres des toits s'allongeaient comme des doigts silencieux sur les façades, et les lanternes s'allumaient une à une dans une harmonie presque chorégraphique. Holmes se tenait devant une petite boutique en bois sombre dont l'enseigne disait simplement « Lutherie ancienne ». La boutique semblait hors du temps vitrine, emplie de violons suspendus comme endormis, chacun différent, mais tous semblant partager un même silence profond, le genre de silence qui cache une histoire. Watson poussa la porte. Un carillon discret retentit, mais aucun son de pas ne vint à leur rencontre. Un vieil homme apparut lentement derrière le comptoir, sa silhouette courbée, ses mains tachées de vernis, et, homme damné, il ne dit rien, se contenta de les observer avec une intensité rare. Holmes lui montra le carnet trouvé dans la cave et le violon retrouvé sur la table. Le luthier ne répondit pas de vive voix. Au lieu de cela, il sortit une ardoise, sur laquelle il écrivit quelques mots. « Je n'ai jamais vendu ce violon à personne. Il revient toujours à moi. Chaque fois que quelqu'un le prend, il finit par revenir. » Avant l'aube, Holmes s'approcha des instruments, scrutant les moindres détails, des cordes usées, des âmes fêlées et des bois rongés par le temps. Le violon en question était là posé sur une étagère du fond, parfaitement accordé, comme s'il venait juste d'être joué. Luthier leur montra une photo en noir et blanc prise. Il y a plus de 50 ans, on y voyait un jeune homme jouant du violon dans une rue vide au bas de Montmartre. Sur le bord de la photo, une silhouette floue
ressemblant étrangement à Isabelle, observait la scène. Holmes demanda avec sérieux: « À quand remonte la première fois que ce violon est revenu tout seul ?» Le vieil homme écrivit 1923, toujours, au mois de mars, toujours la nuit, toujours après un cri étouffé et un silence trop parfait pour être réel. Watson semblait troublé, mais Holmes restait concentré. Ce n'est pas le violon lui-même qui est maudit, c'est ce qu'il joue ou ce que quelqu'un le force à jouer, dit-il doucement. Un appel ancien, peut-être un accord, que personne ne devrait réveiller. Ils quittèrent la boutique dans le froid du soir, le luthier leur faisant un dernier signe de tête triste et respectueux. Holmes regarda le ciel de Paris, où la lune s'élevait lentement, et murmura à mi-voix: « Minuit approche, et cette fois, je veux entendre la dernière note de plus près. » Holmes passa l'après-midi enfermé dans sa chambre, les rideaux tirés, le violon sur ses genoux. Il ne jouait pas, il écoutait en silence. Il touchait à peine les cordes comme pour ressentir ce que les autres n'avaient pas entendu, une dissonance subtile, un appel dissimulé dans l'harmonie. Watson l'observait sans oser interrompre son ami, semblait habité par autre chose, quelque chose de plus profond qu'une simple enquête. Ses gestes étaient lents, presque respectueux, comme si le violon était un témoin fragile d'un secret qu'il fallait aborder avec douceur. Au crépuscule, Holmes sortit de sa concentration et prononça quelques mots, à peine audibles. Chaque disparition suit un motif pas seulement géographique, mais aussi sonore. C'est toujours à la même note que la musique s'interrompt, et c'est toujours à cet instant précis que la personne disparaît. Ils retournèrent à la librairie où tout avait commencé. Holmes y déposa un vieux dictaphone qu'il avait ajusté pour enregistrer les fréquences les plus basses et les ultrasons. S'il avait raison, il y avait dans cette musique quelque chose d'inaudible pour l'oreille humaine, mais perceptible pour l'âme. Ils passèrent ensuite par la galerie et demandèrent à l'artiste de leur prêter le tableau d'Isabelle. Holmes voulait la voir près de lui. À minuit, il disait que ses yeux contenaient une vérité qu'on ne voyait que dans l'obscurité totale, et que peut-être elle les guiderait là où la logique s'arrêtait. De retour à leur chambre, ils éteignirent toutes les lumières. Seul le tableau d'Isabelle était placé face à la fenêtre, baigné d'une lueur de lune. Holmes tenait le violon entre ses mains sans y toucher. Watson réglait discrètement le dictaphone. La tension dans la pièce devenait presque palpable. Minuit approchait lentement. Les secondes semblaient s'étirer. Holmes ferma les yeux et attendit. Puis la première note résonna douce, lente, presque triste. Elle ne venait pas du violon qu'il tenait, mais de l'extérieur du fond de la rue, comme la brume qui s'insinue par les fissures d'un rêve. La mélodie continua en s'élevant, note après note, comme une plainte silencieuse venue d'un autre monde. Holmes écoutait chaque nuance, chaque silence entre les notes, jusqu'à ce qu'une vibration étrange traverse l'air, au moment exact où la note finale se fit entendre. Le tableau d'Isabelle vibra, puis tout s'arrêta. Plus de son, plus de vent, plus de temps. Watson regarda autour de lui. Holmes se leva et déclara calmement: « Cette fois, je sais où il faut aller demain. Nous montons au sommet de la butte, là où
tout commence et où tout doit finir. Le matin suivant, Montmartre s'étirait sous une brume pâle. Les cafés ouvraient lentement les volets grincés. Les chats traversaient les rues étroites avec paresse. Mais pour Holmes, chaque détail, chaque reflet, chaque son avait un poids, une direction, une promesse. Ils gravirent les marches qui mènent à la basilique du Sacré-Cœur, non pour prier, mais pour observer, car de ce sommet, Holmes pensait que la musique laissait une empreinte, une onde silencieuse qui formait un cercle parfait autour de ses victimes, une spirale lente et invisible. Arrivés en haut, ils restèrent un long moment, silencieux. Watson regardait les toits, tandis que Holmes faisait tourner lentement une petite boussole, modifiée, qui réagissait non pas au nord magnétique, mais aux variations du son capté la nuit dernière. À un moment précis, l'aiguille trembla à peine. Holmes suivit cette direction du regard et désigna un petit cabanon isolé, près d'un escalier oublié. Il y avait là une porte ancienne, faite de bois gris, un cadenas rouillé et un carreau brisé, par lequel filtrait un léger courant d'air-île. S'approchèrent. Holmes examina la serrure, sans la toucher, puis posa simplement la main sur la porte. Elle était froide, glacée, même comme si l'endroit refusait d'appartenir au même monde que le reste du quartier. Il fit un signe à Watson qui resta en retrait, pendant qu'il entr'ouvrait doucement l'intérieur, était minuscule et sombre. Une chaise, un pupitre, une étagère, et au centre, un violon suspendu à un fil, comme une araignée, attendant sa proie. L'instrument tournait lentement sur lui-même, comme si le vent l'invitait à danser. Encore une fois, Holmes s'avança et observa les murs gravés de symboles anciens et de noms certains, barrés d'autres soulignés au centre du mur. Un nom était encerclé. Isabelle, suivi d'une date qui coïncidait exactement avec sa disparition. Watson nota les autres noms. Certains correspondaient aux disparus récents. Sur la chaise, un manteau poussiéreux, plié avec soin. Et sous le manteau, un vieux cahier, rempli de partitions étranges, des portées incomplètes, des notes inversées, des silences dessinés, comme des larmes. Holmes comprit que ce n'était pas une musique ordinaire, mais une clé. Une formule. Il se retourna vers Watson et déclara « Nous avons trouvé l'origine de la mélodie, mais pas encore celui qui l'a fait jouer. Ce lieu est un autel, un écho d'une volonté plus ancienne. Il ne reste qu'une seule pièce à déplacer sur l'échiquier. Cette nuit, je jouerai moi-même. Le soleil avait laissé place à un ciel laiteux et sans contour. Montmartre semblait retenir son souffle. Les ruelles étaient plus silencieuses que d'habitude, comme si même les pierres attendaient quelque chose. Holmes passa la journée enfermé dans la chambre à répéter la mélodie à voix basse, sans jamais toucher au violon. Watson n'osa pas le déranger. Il comprenait que son ami suivait un chemin invisible, un fil tissé entre les notes et les disparus, un fil fragile mais réel. Et s'il devait le suivre jusqu'à la dernière note, alors il irait avec lui jusqu'au bout même, dans le silence le plus profond. Le soir venu, Holmes s'habilla de noir et plaça le tableau d'Isabelle face à la fenêtre ouverte. La brise faisait légèrement trembler le tissu suspendu à la lampe, comme si quelque chose cherchait à entrer
ou à sortir. Watson installa discrètement l'enregistreur, les pages du carnet sur la table. Lorsque minuit frappa, la première note surgit, exactement comme les nuits précédentes. Mais cette fois, Holmes était prêt. Il posa l'archet sur les cordes du violon qu'il avait retrouvé dans la cave et joua en même temps que la mélodie venue de l'extérieur, une harmonisation lente, précise à chaque note. Holmes semblait s'éloigner. Son regard devenait plus lointain, son souffle plus discret, comme s'il entrait dans un autre espace. Un miroir de son, un couloir, sans mur. Watson l'observait inquiet, incapable d'intervenir, comme s'il regardait une scène à travers une vitre, puis la dernière note approcha. Holmes ralentit son jeu, le synchronisa avec la mélodie qui venait de nulle part, et au moment exact où elle devait s'éteindre, il joua une note de plus d'une, seule note, imprévue douce et vibrante, qui sembla ouvrir quelque chose dans l'air. Le tableau d'Isabelle vacilla, une lumière étrange traversa la pièce, et l'ombre sur le mur sembla reculer comme tirée hors de la chambre. Un souffle léger remplit l'espace, suivi d'un silence épais, mais ce silence n'était plus le même. Il était habité par une paix. Étrange, Holmes baissa son violon et ferma les yeux pendant de longues secondes, puis se tourna vers Watson. Elle est libre maintenant, elle ne jouera plus. Cette mélodie n'appartient plus à personne, et personne n'aura à disparaître pour l'entendre. Encore Watson s'approcha, posa une main sur l'épaule de son ami et regarda le tableau qui ne vibrait plus. Les yeux d'Isabelle semblaient enfin fermés, et le sourire qu'elle portait n'avait jamais été peint. Holmes murmura alors ce que la musique avait pris. Elle l'a rendu ce soir. Le matin se leva sans hâte, baignant Montmartre d'une lumière pâle et douce. Les rues semblaient lavées de quelque chose d'invisible, comme si la nuit avait emporté un fardeau que personne n'avait su nommer. Les chats dormaient sur les appuis de fenêtres et les volets restaient clos, un peu plus longtemps que d'habitude. Holmes n'avait pas dormi. Il restait assis près de la fenêtre, observant les passants. Les visages inconnus, les regards apaisés. Il écoutait. Surtout, écoutait l'absence de son, l'absence du violon. Cette absence qui n'était plus inquiétante, mais reposante, comme le calme, après une longue tempête. Watson relisait le carnet noir, ligne par ligne, tentant de comprendre ce qui s'était réellement passé. Il y avait des noms, des dates et des extraits de partitions. Mais surtout, il y avait des silences dans les pages, des vides précis, des espaces marqués par rien, et pourtant chargés de sens-ils, retournèrent voir le luthier qui les accueillit. D'un regard plus serein, il les fit entrer dans sa boutique et leur montra le violon suspendu à son fil. Il ne tournait plus. Il était immobile, parfaitement calme, comme s'il avait enfin trouvé le repos que tant d'âmes lui avaient offert, sans le vouloir. Le vieil homme leur tendit une dernière ardoise. « Vous avez brisé le cycle, » écrit-il avec lenteur. « Ce que vous avez joué était juste une note, une seule. Mais elle a ouvert une porte que même la musique ne pouvait refermer. Elle ne jouera plus jamais de cette façon. » Holmes inclina la tête en silence, puis demanda s'il pouvait laisser le violon ici, sans corde, sans archet, et scellé dans une boîte de verre. Le luthier acquiesça lentement et entreprit aussitôt de le préparer comme une relique silencieuse d'une époque qui ne reviendrait plus, haine marchant dans les rues.
Holmes semblait plus léger, non pas heureux, mais libéré, comme s'il avait rendu quelque chose à quelqu'un, et que ce quelque chose était revenu à sa juste place. Watson lui demanda doucement « Tu crois vraiment que c'est fini ?» Holmes répondit « Je sais que ce qui devait être entendu l'a été. » Ils passèrent devant la galerie. L'artiste était assis devant la vitrine, repeignant. Le cadre du tableau d'Isabelle désormais intact, il n'avait plus de déchirure ni de fissure, juste un sourire discret sur ses lèvres et une lumière douce dans ses yeux. La toile semblait vivante, mais apaisée. Holmes et Watson rentrèrent. Enfin, la chambre avait changé, elle aussi. La tension avait disparu, et le tableau retiré ne laissait aucun vide. Holmes alluma une bougie, regarda la flamme danser et dit doucement « Parfois une seule note suffit à ramener un monde entier à sa place. » Les jours passèrent, lentement sur Montmartre. Le printemps approchait doucement, et avec lui une légèreté retrouvée. Les musiciens de rue reprenaient leur place. Les peintres retrouvaient leur coin favori. Et les passants ne pressaient plus le pas à la tombée du jour. Holmes restait encore quelques jours dans la chambre du petit hôtel. Il écrivait parfois, il lisait souvent, et surtout il écoutait, non pas une mélodie venue d'ailleurs, mais le silence vivant des ruelles, le murmure des fenêtres ouvertes et le chant discret des souvenirs qui ne font plus. Pearl Watson rangeait ses notes. Il reliait les événements entre eux, avec soin, mais sans chercher à forcer un sens à tout cela. Certaines choses, dit-il à voix basse, n'ont pas besoin d'être expliquées, seulement entendues, acceptées, puis laissées dans le calme un soir. Holmes retourna seul à la butte. Il grimpa les escaliers sans se presser, s'arrêta à mi-chemin, là où le violon avait joué. Pour la première fois où un cri s'était perdu dans la nuit, il resta debout, longuement, respirant l'air froid et regardant les toits de Paris-Hill, sortit de sa poche une feuille de papier, pliée, un fragment de partition raturé. Il la plaça doucement, sous une pierre comme un adieu discret, à ce qui fut un mystère, une douleur et une délivrance. Puis il tourna les talons sans un mot. Le luthier referma sa boutique définitivement. Quelques jours plus tard, une pancarte manuscrite sur la porte disait simplement « Fermé pour repos ». Bien mérité, les violons accrochés à l'intérieur semblaient dormir pour de bon, bercés par une paix retrouvée. L'artiste de la galerie peignait à présent des paysages sans visage, des ciels, sans cris des fenêtres ouvertes, sur rien d'effrayant. Juste des lieux où l'on respire, lentement. Ces tableaux portaient un éclat nouveau, celui que seule la vérité rend possible. Isabelle, elle vivait désormais dans les souvenirs de ceux qui avaient entendu sa musique sans l'avoir choisie, une musique libérée de son fardeau, une mélodie qui n'avait plus besoin d'être jouée pour exister. Elle flottait dans l'air de Montmartre comme un parfum doux et discret. Et Holmes, en quittant, Paris ne regarda pas en arrière, car il savait que certains mystères ne sont pas faits pour être compris, mais simplement entendus une fois, puis laissés en paix, comme une dernière note suspendue dans le silence de la nuit. Dans une ruelle, que même les cartes oubliaient, se trouvait un petit hôtel au nom effacé, l'hôtel aux rideaux bleus. C'était là que plusieurs disparus avaient séjourné
juste avant que la musique les emporte. Holmes s'y rendit seul, par une fin d'après-midi, enveloppé de brume. L'endroit n'était pas abandonné, mais il semblait figé hors du temps. Le gérant, un vieil homme discret, lui tendit une clé sans poser de questions, comme s'il attendait depuis longtemps cette visite. Holmes monta l'escalier, grinçant, et ouvrit la porte d'une chambre poussiéreuse, au parquet. Abîmé, rien ne semblait spécial, pourtant. Holmes resta immobile, au milieu de la pièce, comme s'il écoutait quelque chose au-delà des murs. Il s'approcha lentement du miroir, fixé à la commode, passa la main sur sa surface et attendit son reflet. Lui parut plus lent à réagir. Sur la table, une boîte à musique ancienne trônait fermée. Il la tourna lentement sans l'ouvrir et s'assit sur le lit. L'air devint plus lourd à chaque tour de clé. Une tension presque musicale flottait dans l'espace. Un rythme que seul un silence profond pouvait révéler. Quand il ouvrit le couvercle, aucune musique ne sortit, seulement un courant d'air froid et une feuille pliée. Il l'ouvrit et découvrit quelques mots manuscrits en encre bleue. « Je suis encore là, mais j'écoute et j'attends que quelqu'un joue ce que j'ai voulu dire. » Holmes comprit que ce lieu conservait les sons comme des souvenirs pliés dans les murs. Il se leva, toucha chaque rideau, chaque meuble, en murmurant des noms à mi-voix, jusqu'à sentir une vibration discrète dans le sol, sous le lit. Il s'agenouilla et trouva une latte décollée. Sous le bois, une cachette abritait un objet enveloppé dans du tissu ancien. C'était un médaillon avec une photo d'Isabelle à l'intérieur et au dos gravé le mot « promesse ». Holmes referma doucement le tissu et le glissa dans sa poche sans rien dire. Il descendit, saluait le gérant, qui lui sourit, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Holmes quitta l'hôtel en silence et retourna au sommet de la butte, cette fois non pas pour chercher, mais pour remercier, car il sentait que chaque lieu visité d'eau révélait non pas une preuve, mais une prière. Le soir venu, il retrouva Watson et lui tendit le médaillon. La dernière note n'est pas toujours celle qu'on entend, dit-il parfois. Elle est celle qu'on garde en soi et qu'on choisit de ne jamais jouer, car le silence aussi peut être une forme de musique. Au détour d'un carrefour oublié, Holmes et Watson découvrirent un petit café dont le nom n'apparaissait sur aucun plan. Le café des âmes perdues, un lieu discret où le temps semblait glisser sans bruit. Les clients parlaient un peu, les regards se croisaient lentement, et les tasses ne se vidaient jamais. Tout à fait, Holmes entra, le premier suivi de Watson. L'air y était tiède, chargé de l'odeur du bois ancien et d'un parfum de vanille trop douce. Chaque table semblait occupée, mais aucun son ne venait des conversations, comme si les voix restaient suspendues entre deux gorgées. Une femme aux cheveux gris les accueillit d'un simple geste de la main et les mena une table au fond de la salle, où un violon miniature reposait sur un apron brodé. Holmes le prit entre ses doigts et l'examina comme s'il lisait une lettre ancienne, sans mots. La femme déposa 2 tasses de thé, puis sortit une boîte en fer rouillé qu'elle ouvrit devant eux. À l'intérieur, des papiers pliés, comme des lettres d'adieu ou de confession. Elle en sortit une et la posa sur la table. Holmes l'ouvrit lentement. Les mots étaient familiers, écrits de la main
d'Isabelle Luelle parlait d'un homme qui jouait pour oublier de vivre, de quelqu'un qui ne savait plus s'arrêter et qui avait transformé chaque note en chaîne, chaque mélodie en piège. Holmes comprit que ce café était un lieu de passage, un abri pour ceux qui avaient entendu mais choisi de revenir. La femme murmura doucement, sans que ses lèvres ne bougent. Certains s'égarent, dans le son d'autres, dans le silence. Et vous, monsieur Holmes, dans quoi vous perdez-vous aujourd'hui? Holmes ne répondit pas. Il se contenta de poser le violon miniature sur la feuille et de l'enrouler ensemble. Watson regardait les clients. Certains pleuraient doucement, sans larmes. D'autres fixaient leurs tasses, comme si elles contenaient des visages disparus. Ce n'était pas un lieu de peur, c'était un lieu de mémoire, un endroit où l'on venait déposer un fragment de musique pour ne pas l'oublier complètement avant de partir. Holmes se demanda s'il pouvait emporter la lettre. La femme acquiesça et glissa dans sa poche un petit carré de soie sur lequel était brodé un unique mot, « Reste ». Holmes salua doucement, puis quitta le café sans se retourner. Dans la rue, le lendemain, Holmes suivit un ancien plan griffonné au crayon, trouvé derrière le médaillon. Il indiquait un passage oublié, un couloir souterrain, reliant l'ancien conservatoire à une crypte abandonnée en contrebas de Montmartre, un lieu que même les guides n'osaient plus mentionner. L'entrée était dissimulée derrière une grille rouillée, à moitié recouverte de lierre, au fond d'un jardin laissé à l'abandon. Holmes écarta les feuillages et passa sans bruit. Watson, derrière lui, alluma une petite lampe à huile dont la flamme projetait des ombres longues et vacillantes. Le couloir était étroit, bordé de pierres humides et de traces anciennes sur les murs. On pouvait lire des noms gravés avec le bout d'une lame, des messages inachevés, des notes musicales griffonnées à la hâte, comme si ceux qui passaient ici laissaient une partie d'eux-mêmes en arrière. Ils descendirent lentement les marches, jusqu'à ce que le silence devienne épais, presque physique, dans cet espace où même le souffle semblait retenu. Holmes s'arrêta devant une alcôve vide, sur laquelle un violon avait jadis reposé seul. Restait l'empreinte de sa présence, une forme dessinée par le temps. Watson sentit alors une vibration dans le sol à peine perceptible mais régulière. Holmes ferma les yeux et se concentra. Ce n'était pas un tremblement, c'était un rythme, une cadence douce, un cœur invisible battant dans les fondations de la ville, un reste de musique survivant, à l'absence, au fond du couloir. Une porte de bois noir attendait sans serrure, ni poignée. Elle semblait attendre d'être touchée. Holmes posa la main au centre. Un souffle glacial s'échappa des interstices, puis la porte s'ouvrit lentement, révélant une petite pièce circulaire sans meubles ni objets. Au centre du sol, une spirale gravée menait à une dalle fendue sur laquelle une phrase en latin semblait trembler dans la lumière vacillante. Watson la lut à voix basse. Ce qui a été joué dans l'oubli ne peut être défait que par une écoute, sans crainte. Holmes s'agenouilla au centre de la spirale et sortit le médaillon, la lettre et le carré de soie. Il les plaça doucement à même la pierre, puis prononça les noms de ceux qui avaient leur disparu un à un
en les laissant résonner dans l'espace comme des notes perdues, retrouvant leur écho. La pièce s'illumina faiblement. Un souffle s'éleva du sol comme une expiration ancienne, et le violon invisible joua une dernière fois une note unique, suspendue entre le passé et le présent. Puis tout redevint calme, et Holmes sut que la boucle venait d'être refermée. Quand Holmes et Watson quittèrent le couloir des murmures, la nuit était déjà bien avancée. Montmartre dormait sous un ciel clair, comme rarement silencieuse et presque reconnaissante, comme si les ruelles elles-mêmes avaient senti le poids levé de leurs pierres et de leurs souvenirs. Ils marchèrent lentement, sans parler. Chaque pas semblait plus léger, chaque souffle plus profond. Holmes observait les façades familières avec des yeux nouveaux. Il reconnaissait les lieux, les fenêtres, les bancs. Mais tout paraissait désormais un peu plus paisible, un peu plus vivant. Le lendemain matin, Holmes retourna seul au cimetière de Montmartre, un carnet en main. Il avait pris le soin d'y recopier les noms gravés dans le couloir souterrain. Il s'arrêta devant une tombe sans nom, près d'un vieux cyprès, et y posa une feuille blanche sur laquelle il écrivit « Isabelle et les autres ». Il resta là longtemps, puis sortit de sa poche le petit violon miniature récupéré au Café des âmes perdues. Il le déposa doucement contre la pierre, comme une offrande discrète. Il n'y avait pas besoin de mots, seulement d'un geste, d'une présence, d'un silence respecté. Pendant ce temps, Watson relisait ses notes dans un café tranquille. Les événements des derniers jours lui semblaient irréels. Et pourtant, chaque page, chaque détail confirmait ce qu'ils avaient traversé, ce qu'ils avaient apaisé, ce qu'ils avaient écouté. Vraiment. Écouté. Pour la première fois. Holmes le rejoignit plus tard et posa simplement une main sur l'épaule de son ami sans mots, sans explication. Watson hocha doucement la tête, comme s'il savait déjà qu'il n'y aurait pas de récit, pas de journal publié, seulement le souvenir d'avoir été là au bon moment. Ils passèrent l'après-midi dans le calme, observant la vie revenir sur la butte. Un enfant courait avec un cerf-volant. Des artistes peignaient en souriant, et la musique d'un accordéon flottait sans menace dans l'air tiède du printemps. Revenu comme un chant de paix, retrouvé le soir venu. Holmes se tint à la fenêtre de leur chambre, regardant les toits de Paris, sans attendre aucun signe, aucun indice. Seulement le plaisir d'un silence complet. Il alluma une bougie et la posa près du tableau vide, où jadis, Isabelle les observait. Aujourd'hui, elle ne regardait plus. Elle reposait. Et dans ce repos, Holmes trouva une forme de vérité, pas une réponse, mais une harmonie, celle que l'on trouve parfois entre deux notes, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui fait sans celle que seuls les cœurs patients entendent vraiment. Quelques jours plus tard, Holmes reçut une lettre anonyme déposée discrètement sous la porte de leur chambre. Elle ne contenait que 3 mots, joués et entendus, signés d'un simple dessin, un petit violon barré d'une ligne courbe, comme un point final, à une partition oubliée. Il la lut longuement, en silence, puis la plia avec soin et la glissa entre les pages du carnet noir où était mon sang, où allaient consigner les noms, les dates et les lieux. Elle n'ajoutait rien, et pourtant, elle confirmait tout.
Quelque part quelqu'un avait compris, quelqu'un avait senti que la musique était enfin complète. Watson proposa qu'il quitte Montmartre le jour suivant. Holmes acquiesça. Doucement, il n'y avait plus rien à chercher. Ici, plus rien à prouver, seulement à respecter le calme retrouvé, à laisser les pierres et les notes vivre sans eux, sans peur, sans mémoire. Douloureuse, ils firent un dernier tour dans les lieux. Connu le luthier n'était plus là, mais sa vitrine brillait propre et vide. La galerie avait accroché un nouveau tableau sans nom, mais aux couleurs douces, et le café des âmes perdues avait fermé ses volets, comme s'il avait fini de recueillir. Les voix Holmes salua chacun de ces endroits d'un regard profond, comme on salue de vieux amis, qu'on ne reverra pas, mais dont la présence continue de réchauffer l'esprit. Il n'avait pas besoin de mots, pas besoin de revoir les visages. Il savait qu'il avait été témoin de quelque chose de rare. La veille de leur départ, Holmes se leva au milieu de la nuit et monta seul au sommet de la butte, face à la ville endormie. Il ne faisait pas de vent, il n'y avait pas un bruit. Il resta là debout, immobile, les yeux fermés, à écouter l'absence de musique. Dans ce silence, il entendit tout la note finale jouée dans la crypte, le souffle dans le miroir, les pas dans le couloir, et même la voix douce d'Isabelle qui murmurait simplement « Merci pas », un cri, pas une plainte, seulement un remerciement suspendu dans la nuit-île. Rouvrit les yeux et sourit à peine, puis descendit lentement les marches sans se presser, sans se retourner. Il savait que cette histoire ne serait pas racontée, mais qu'elle resterait vivante dans les ruelles de Montmartre, comme un murmure de paix, après une tempête ancienne. T. Watson l'attendait, en bas de l'escalier, tenant 2 tasses de thé chaud, dans le silence le plus simple. Ils burent ensemble sous la lune, sans musique, sans mots, seulement 2 âmes qui savaient que tout ce qui devait être joué l'avait été, et que le reste pouvait dormir, enfin. Le train quittait lentement la gare du Nord, emportant Holmes et Watson vers de nouvelles énigmes, vers d'autres silences à écouter. Paris s'éloignait derrière la vitre, comme une peinture encore fraîche, vibrant sous la lumière du matin. Et pourtant Holmes ne regardait pas dehors. Il avait les yeux fermés. Watson écrivait dans un carnet ce qu'il pouvait, ce qu'il se souvenait, ce qu'il acceptait de ne pas comprendre, car il savait que certaines histoires ne sont pas faites pour être partagées, mais seulement gardées en soi, comme des partitions intimes, qu'on ne rejoue jamais, mais qu'on n'oublie pas. Montmartre n'était plus le même quartier depuis leur départ. Il respirait autrement. Les passants se croisaient sans peur. Les fenêtres restaient ouvertes plus tard, et les enfants couraient sans jeter de regard vers l'ombre des ruelles, car quelque chose s'était levé comme une brume, enfin dissipé. Dans la vitrine du luthier, un mot manuscrit était apparu au fil des jours. Il disait simplement « la musique est reposée » et chacun passait devant sans savoir exactement pourquoi, mais ressentant au fond de lui une paix discrète, une absence de tension, comme un soupir retenu trop longtemps. L'artiste avait offert le tableau d'Isabelle à la mairie du quartier. Il trônait maintenant dans une petite salle de lecture baignée de lumière, où les visiteurs s'arrêtaient souvent sans vraiment comprendre ce qu'ils ressentaient devant ce regard calme, ce sourire presque imperceptible, mais profondément humain. Le café des âmes perdues resta fermé mais jamais repris. La poussière
ne s'accumulaient pas, et les fleurs, au pas de la porte, restaient fraîches, comme si quelqu'un veillait de loin. Holmes avait dit un jour, certains lieux ne ferment pas, ils se taisent, simplement quand tout a été dit. Dans un banc de la place, Dalida, un vieil homme jouait de temps à autre une mélodie lente au violoncelle, pas la même que celle du violon de minuit, mais une musique douce et basse, qui ne retenait personne, mais qui caressait doucement les cœurs fatigués qui s'y arrêtaient et, à Montmartre, quand minuit sonnait, certains s'arrêtaient encore l'oreille tendue, par habitude ou par souvenir. Mais ce qu'ils entendaient désormais, c'était le silence, le vrai, celui qui ne fait pas peur, celui qui ne cache rien, un silence plein de paix, comme une note tenue pour toujours. Et dans ce silence, entre deux réverbères, une silhouette mince pouvait parfois apparaître, cape longue, regard paisible, pipe éteinte, non pour résoudre mais pour saluer une